En République démocratique du Congo, la coalition au pouvoir montre des signes de fragilité. Les présidents des deux chambres du Parlement ont boycotté ce mercredi une cérémonie de prestation des juges à la Cour constitutionnelle. Au Burundi, l'ancien président Buyoya rejette sa condamnation à la perpétuité. La justice le poursuivait pour l'assassinat de son prédécesseur, Melchior Ndadaye, en 1993. Et puis en Algérie, les écoles ont rouvert après 7 mois de suspension. La pandémie du coronavirus était à l'origine de cette fermeture des classes, moment de retrouvailles pour des élèves qui s'étaient séparés brusquement. Les deux doigts de la victoire levée, Tshisekedi a été accueilli sous les ovations par ses partisans qui scandaient les slogans hostiles aux absents. Le chef de l'État est resté environ 1 heure dans la grande salle du Parlement pour recevoir les sermons de 3 juges de la Cour constitutionnelle qu'il a nommés par ordonnance en juillet. Issus de la majorité parlementaire, fidèle à l'ancien président Kabila, la présidente de l'Assemblée Janine Mabunda et celui du Sénat Alexis Mouamba étaient absents, tout comme le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Dans un communiqué mardi soir, le Front commun pour le Congo, FCC de Kabila, avait dénoncé une cérémonie irrégulière et la violation du siège du Parlement. Le FCC dénonce l'inconstitutionnalité des 2 ordonnances présidentielles du 17 juillet dernier. Seuls les ministres et parlementaires pro-Tshisekedi ont donc assisté à la cérémonie, ainsi que des responsables des confessions religieuses et quelques diplomates, dont l'ambassadeur des États-Unis. La Cour constitutionnelle a le pouvoir de valider ou d'invalider les candidatures à la prochaine élection présidentielle prévue fin 2023. Remplacer les juges aux ordres d'un Kabila par des juges aux ordres d'un Tshisekedi, ce n'est pas faire progresser l'état de droit, a réagi le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, sur Twitter. Une cinquantaine d'individus armés de gourdins et machettes ont pénétré dans le campus dans la matinée, selon le témoignage de plusieurs étudiants qui les ont qualifiés de loupards ou de microbes, mot utilisé pour les délinquants mineurs, mais utilisé depuis quelques semaines par l'opposition pour désigner des milices qui seraient, selon elle, contrôlées par le pouvoir. Les forces de l'ordre ont ensuite dispersé à coups de gaz lacrymogène les fauteurs de troubles, les échauffourées ayant débordé dans les rues avoisinantes. Ces événements surviennent au lendemain de heurts entre la police et des étudiants qui s'étaient mis en grève pour dénoncer les frais de scolarité annexes payés par les étudiants et élèves du pays. Le mot d'ordre de grève a été suspendu à 15 h lundi, a indiqué le secrétaire général adjoint de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Lundi, des étudiants avaient incendié plusieurs véhicules et des troubles liés à la situation politique ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, faisant un mort à Bonoua, à 60 km d'Abidjan. Mardi, la situation était plus calme, mais des véhicules ont été incendiés dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan et plusieurs routes du pays ont été barrées par des manifestants. Les craintes de nouvelles violences sont grandes. 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011, née du refus du président Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale face à Alassane Ouattara, qui avait fait 3000 morts et qui était survenue après une décennie de tensions. Une vingtaine de personnes sont mortes depuis le mois d'août dans des violences liées à la présidentielle. Vous l'avez certainement relevé, ce sont des violences qui sont localisées dans certaines localités, pour la plupart proches de certains leaders d'opinion, Daoukro, Bonoua, pour ce qui relève de Mme Simone Gbagbo. Violence, il faut le relever, orchestrée, manipulée par ces différents leaders de politique de l'opposition. Soit dit en passant, c'est souvent 3 ou 4 localités sur près de plus de 200 communes au niveau national et ce n'est que circonscrit. Mais nous suivons ça avec beaucoup d'attention pour ne pas que cela n'aille plus loin que ce que nous avons observé. Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité de l'exercice à la différence, la sécurité du vote au moins opportun. Nous avons un dispositif
appropriée qui permet d'adresser ces différentes violences communautaires. Et ceux qui sont à la base feront face à la justice en temps opportun. La Commission électorale nationale indépendante, par ma voix, voudrait à l'instant procéder à la proclamation des résultats provisoires partiels du premier tour de l'élection présidentielle des 4 circonscriptions électorales sur les 38 à l'intérêt du pays. La région de Conakry, circonscription électorale de Matoto, le professeur Alpha Condé, RPG Arc-en-Ciel, suffrage obtenu 104 450, soit 49,13%. Mamadou Selou Dalen Diallo, UFDG, 85 658, soit 40,29%. La Commission électorale nationale, après avoir donné les résultats des 4 circonscriptions, invite le peuple de Guinée à la sérénité et la CENI poursuivra la proclamation des résultats provisoires partiels au fur et à mesure de leur réception. L'ex-président Buyoya est condamné pour attentat contre le chef de l'État, attentat contre l'autorité de l'État et attentat tendant à porter le massacre et dévastation, indique la Cour suprême dans son verdict. Melchior Ndadaye, Premier ministre démocratiquement élu du Burundi et premier Hutu à accéder au pouvoir, avait succédé au major Buyoya. Il a été assassiné en octobre 1993 lors d'un coup d'État militaire qui allait entraîner le pays dans une guerre civile opposant l'armée, dominée par la minorité Tutsi et des groupes rebelles Hutus. Le conflit a fait 300 000 morts jusqu'en 2006. Le nom de Pierre Buyoya avait déjà été cité en lien avec cet assassinat sans que le début d'une preuve soit apporté. 18 hauts responsables militaires et civils proches de l'ancien chef de l'État, également jugés, ont été condamnés à la même peine, 3 autres à 20 ans de prison pour complicité des mêmes crimes et un seul, l'ancien premier ministre de transition Antoine Douayo, a été acquitté. Le verdict a été rendu lundi en l'absence des accusés et de leurs avocats qui n'avaient pas été prévenus selon l'un des condamnés qui a gardé l'anonymat et qui dénonce un procès inique et du théâtre. En 1998, une dizaine de militaires dont le plus haut gradé était lieutenant avaient été condamnés dans un procès considéré comme celui des exécutants de l'assassinat de Ndadaye, durant lequel aucun haut gradé n'avait été poursuivi. Après l'émission du mandat d'arrêt le visant, Buyoya avait dénoncé une manipulation politique et estimé impossible d'obtenir un jugement équitable de la justice burundaise. Le pays est dirigé depuis 2005 par le CNDD-FDD, parti issu de l'ancienne principale rébellion Hutu, accusé de réprimer toute voix dissidente depuis une nouvelle crise politique dans laquelle le pays est plongé depuis 2015. Buyoya s'était dit prêt à se présenter devant la commission Vérité et Réconciliation, dispositif prévu par l'accord d'Arusha pour juger les crimes commis durant les conflits cycliques entre Hutu et Tutsi depuis l'indépendance. Pour nous, c'est nouveau, certes, mais on fait de notre mieux pour que ça se déroule du mieux que possible et qu'on respecte ces directives. Et on est heureux que la rentrée scolaire soit enfin arrivée et en même temps avec beaucoup de préhension par rapport à la situation actuelle. On est confiant au niveau de l'école. On sait que les écoles ont pris leurs dispositions. Nos enfants aussi sont assez conscients de l'état actuel et espérons que tout le monde va jouer le jeu. Alors, j'ai confiance à condition que les parents jouent le jeu aussi. Voilà. J'ai rassemblé les parents, j'ai essayé d'expliquer et je pense que ça va marcher. Ça va marcher et maintenant ça dépend de la tutelle et des autorités, ça dépend de l'évolution du Covid. Ça dépend ni de moi ni de personne même, je dirais. Voilà.
La réforme a été suggérée par une commission mise sur pied en 2018 après une poignée de main historique entre Uhuru Kenyatta et l'opposant historique Raila Odinga qui avait promis de tirer un trait sur des années de contestations électorales et de violences politiques. Le rapprochement entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga a nourri le soupçon d'un accord entre eux en vue de la présidentielle de 2022 au détriment de William Ruto. Celui-ci s'oppose à cette réforme constitutionnelle susceptible de créer un système permettant à Kenyatta et Odinga, respectivement Kikuyu et Luo, les deux principales ethnies du pays, de se partager le pouvoir. Au Kenya, pays de 42 ethnies, affiliations politiques et identités communautaires sont profondément liées et les élections ont souvent débouché sur des violences. La crise post-électorale, née de la défaite contestée de Raila Odinga en 2007, a fait plus de 1100 morts. Une nouvelle constitution en 2010 n'a pas empêché de nouvelles violences après la présidentielle de 2017, boycottée par Raila Odinga après l'annulation d'un premier scrutin déjà remporté par Uhuru Kenyatta. Il serait en effet tragique pour nos compatriotes kenyans que nous n'ayons pas résolu ce dilemme lors des prochaines élections et c'est pourquoi j'invite le pays à réfléchir à notre consensus constitutionnel autour des trois questions nationales. Around a three-pronged national question. On the one part, the question is political inclusion. D'une part, la question est l'inclusion politique au lieu de l'équation constitutionnelle à somme nulle. Pouvons-nous adopter une équation à somme positive? Pouvons-nous adopter un arrangement constitutionnel qui puisse prendre soin de notre diversité en tant que peuple? Of our diversity as a people. Sans citer Ruto, le président Kenyatta s'est défendu mardi de chercher à créer des postes pour des individus.